et ben c'est parfait. Et bonjour à tous, merci de m'accueillir de manière virtuelle. C'est bien Grenoble, je ne me trompe pas. À Moiran, mais en Pinaille. Ouais, mais alors on va dire que Moiran, en Marseillais, c'est comme Grenoble, parce que je sais même pas. Donc voilà, donc petit, très content de pouvoir échanger avec vous. Donc petite conf pour parler de Django, une petite découverte de Django, parce que après tout, s'il y a des gens qui n'ont pas encore vu la meilleure framework web du monde, voilà, c'est mon rôle de prendre mon bâton pèlerin et d'expliquer. Voilà, une petite presse sur Django. J'ai aucune idée de si je vais dépasser ou pas les 15 minutes, on verra bien. Voilà, c'est de vous présenter les choses et puis s'il y a des questions sur cet échange, de discuter. Je me rends compte que j'ai oublié de faire une slide de présentation, que je vais peut-être me présenter. C'est Jean-Michel Armand. Je suis dev, je suis un Django Nautique, je suis un dev Django depuis 2008, il me semble, au moment où officiellement vous n'êtes pas encore responsable. Et je fais du Django tous les jours depuis cette époque-là. Du coup, Django, le framework pour les perfectionnistes avec des deadlines, c'est la baseline officielle du framework. Et nommé parce que les core devs sont des fans de Jazz au départ. Donc, création de Django en 2005, c'est 9 ans maintenant. Alors, ça ne va pas être longtemps l'anniversaire. Au démarrage, créé par des gens qui avaient une agence web et qui en avaient marre de tout refaire à chaque fois et qui avaient envie de pouvoir utiliser un framework pour pas avoir à reprendre du temps et être à l'heure. C'est du Python, et c'est un framework monolithique, c'est-à-dire que quand vous récupérez Django, vous verrez un outil complet, c'est un diron, un peu gros, mais voilà, vous allez avoir différents composants et Django même fera sens et vous permettra de démarrer très très vite sur les choses et avec des opinions. C'est-à-dire que les core devs sur pas mal de sujets ont pris des décisions. Et si vous voulez, on va dire, vivre de manière apaisée votre développement, c'est tout simple de respecter les décisions fortes par les core devs, prises par les core devs, plutôt que d'essayer d'aller dans une direction. Il y a la décision par exemple d'avoir un URL et un seul, c'est possible de changer, de faire d'autres choses, mais voilà, il y a sur des points précis, il y a des opinions fortes. Qui ont pu d'ailleurs, on le verra peut-être pour des slides si je pense, à expliciter un peu du chemin de pensée qui a été fait sur certains points, des opinions qui peuvent changer, qui peuvent évoluer. Juste parce que je ne suis pas sûr que tout le monde dans la salle sache exactement, sache ce que c'est que Python, oui, mais je préfère faire des petits points de rappel au cas où. J'espère que je ne vais pas ennuyer tout le monde avec cette slide-là. Mais donc Python, c'est un vraiment très vieux langage, qui est bien entendu, puisque Python ça date de 1991, c'est de l'interpréter, c'est du multiplateforme. Alors, 1991, il faut voir qu'au départ, c'est un langage qui n'est pas fait pour le web, c'est un langage qui est plein d'autres trucs, mais pas forcément pour le web, ça arrive après. C'est un langage objet avec de la programmation fonctionnelle possible facilement. Un des points qui stresse les gens qui n'ont pas fait de Python, c'est qu'on utilise l'indentation pour définir les blocs de code. Il n'y a pas d'accolade, il n'y a pas de ce que vous voulez pour définir les blocs de code. C'est l'indentation. C'est l'indentation avec 4 espaces et c'est ça qui définit les blocs. Au départ, et moi, je fais du Python depuis un certain donné, mais avant, je faisais d'autres langages et au départ, tout râle parce qu'il n'y a pas d'accolade, parce que au final, c'est pas mal. Je suis revenu du fait de râler là-dessus. Et cette utilisation de l'indentation va de pair avec des règles très précises, ce qu'on appelle la 8, des règles très précises de la manière dont on pourrait écrire de la Python, avec 80 caractères maximum, il y a plein de règles très précises qui sont normalisées dans un document qui s'appelle
qui vont dire, qui vont valider que ce code est valide ou pas, et même pouvoir le rendre valide. Un point qui est important, et souvent les gens ne connaissent pas, c'est très important. On ne peut pas prendre un int et une chaîne de caractères et faire plus de ces deux objets. Voilà, les opérateurs sont faits, objets, voilà. On peut faire des opérations sur des objets que de même type. Par contre, c'est dynamiquement typé. On va avoir une variable qui va contenir un int et directement après, mettre une chaîne de caractères, le typage est fort et il est dynamique. Et comme Tango, c'est ce qu'on appelle le battery include, c'est-à-dire que de base, quand il y a une grosse levée standard, ça permet de faire plein de choses. C'est pas juste un langage, c'est un langage plus une grosse levée standard qui va permettre de faire d'envoyer des mails, qui va permettre de faire des requêtes HTTP, qui va permettre de faire du chiffrement, qui va permettre de faire. C'est le but de Python, c'est battery include. Tu sais, voilà, on n'a pas forcément besoin de plein de petites librairies en plus sur le Python. Voilà. Je referme la parenthèse. J'espère que je n'ai pas ennuyé tout le monde. Maintenant, Django. Présentation rapide. Alors, Django, c'est un framework qu'on appelle avec une architecture MTT. À l'époque, il y avait plein de jeux rigolos avec MTV, MTT. D'ailleurs, c'est même MT. MT, c'est modèle, template et le F pour forme. Les modèles, on détaillera toutes ces parties-là. Normalement, on appelle ça un modèle contrôleur. Là, la vue, l'ensemble de vues plus forme, plus simple, modèle entre guillemets pourrait être ce qu'on appelle contrôleur. Voilà, il y a une architecture un peu différente. C'est l'une des opinions qui a été mise en place, c'est-à-dire non, on ne fait pas du modèle vue contrôleur, on fait du modèle vue template, et le contrôleur, c'est un petit peu. Il y a un ORM. Ça, c'est important. On va prendre quelque chose de SQL. On n'a pas quelque chose de SQL différent en fonction du moteur de données qu'on veut. Il y a un ORM, une gestion des migrations. On va définir des modèles qui vont représenter nos tables, et si on change de modèle, on va pouvoir changer de table, et on va s'occuper de générer les migrations SQL qui vont permettre de passer de l'état avant à l'état maintenant. On a un système de template maison, mais pas que. Là, voilà, c'est une forme de c'est-à-dire, OK, on a un système de template qui est un peu limité, parce que faire toutes les choses dans le système de template, c'est pas la bonne façon de faire le web. Le template est fait pour afficher des choses et pas pour calculer des choses. Si vous voulez calculer des choses compliquées, vous le faites hors du template. Le template ne fait qu'afficher, parcourir des listes, parcourir des données, etc., les afficher joliment, mais il ne fait pas de gros calculs. Et il n'y en a qu'un seul système. C'est l'opinion qui a un peu changé, on le verra plus tard. On a toujours le système de Django, le système de page qui est toujours, on va dire, limité, mais volontairement limité, mais on peut avoir. Depuis quelques années maintenant, une gestion de l'asynchrone, on peut faire de l'asynchrone dans les vues, on peut faire de l'asynchrone dans l'ORM, et une interface d'expression déclarative, des outils qui viennent à Django que pour ça, et il y a un certain nombre de qui n'utilisent que ça. On a automatiquement une interface d'expression qui se génère tout seul, sans déclaration. Les modèles, c'est ce que je disais, modèle, c'est l'interface avec la base de données. Donc les modèles, c'est quoi? C'est des classes. Chaque classe va définir une colonne de base de données. On a des gestions riches, on va avoir des UID, on va avoir des JSON fields, on va avoir des fils de géolocalisation, on va avoir tout plein de types assez rigolos, plus des types classiques, on va pouvoir utiliser directement. Et on va avoir un petit peu de helper pour améliorer la vie d'élève, parce que un petit peu de magie, c'est toujours bien. Donc là, j'ai mis des exemples. On a, par exemple, ici, vous voyez des exemples sur la valorisation de questions et soit des questions principales. On a des char fields, on a un date field, voilà, des valeurs par défaut, des foreign keys pour avoir des clés étrangères. Là, un petit peu de magie, par exemple, c'est dans le cadre de foreign key. Donc là, les choix ont une foreign key vers la question. J'aurais pu avoir dans les questions, je vais donc avoir un attribut magique qui va me lister tous les choix possibles. Les foreign keys, on appelle des champs inversés qui permettent de récupérer les choses. J'ai mis un autre exemple un peu plus compliqué à droite sur une modélisation de
entrées de blog, des auteurs et des blogs. Et là, on a la même chose, par exemple, on a la foreign key blog et sur l'entrée de blog, et on pourrait avoir dans un objet blog, on va pouvoir faire point entry avec un S, et automatiquement, on va avoir la liste de toutes les entrées de blog qui sont dans le blog. On a pas mal de choses magiques comme ça. On peut faire de la dérivation de modèles. On a des tables qui sont dérivées les unes des autres, donc on peut remodéliser quelque chose qui ressemble à de l'objet. Et là, pareil, automatiquement, on aura des liens sur les tables filles, les tables mères, de manière totalement magique. Je pense que clairement, on va un peu dépasser les 15. L'interface d'administration, parce que moi en table de code, tu sais, hein, donc classiquement, c'est sur du CRUD, on va avoir différents modèles, y compris les modèles de base, utilisateur, permission, etc. Et on va pouvoir très simplement définir quel modèle. Je vous donne un exemple de code, juste dire, ok, j'aimerais bien gérer mes questions dans l'admin, et ben on fait juste cette ligne admin, enregistreur question, et automatiquement ça va générer une vue en liste. Ça va générer des pages de formulaires. On voit par exemple sur la capture à droite le formulaire d'une question et qu'on peut modifier, qu'on peut supprimer. Et on a à gauche la liste des objets possibles de la ligne. Ça, c'est du déclaratif très simple. Alors, on peut faire un peu plus que ça, on peut étendre les fonctionnalités. Par exemple, on peut rajouter des actions. On peut rajouter plus que juste le CRUD. On peut dire, OK, ben, je veux avoir un bouton en plus dans l'admin qui va me permettre de automatiquement changer le statut de quelque chose et envoyer des emails aux utilisateurs qui sont concernés. On va pouvoir rajouter des vues, rajouter des choses dans l'admin pour rajouter des fonctionnalités. Et c'est pour ça que ce que je disais, c'est qu'on a un certain nombre de projets, pas mal de projets de RP maison, de gestion de maison, où tout est contenu dans l'admin. Il n'y a que l'admin. Et ça permet d'aller plutôt vite. Deuxième partie sur l'admin. Là encore, on peut rajouter, modifier la vue en liste. Donc, par exemple, la question admin, je vais liste display, j'aimerais bien sur ma vue en liste de mes questions avoir ces trois champs, ben, hop, c'est bon, on les a. Ou dire, bah, tiens, sur le formulaire qui permet d'afficher une question, j'aimerais bien avoir des fils secs, j'aimerais bien avoir des trucs jolis, et puis sur les choix, j'aimerais bien de base avoir trois choix. Fait avec le petit inline, choice inline, ça permet d'avoir intégré dans un formulaire un autre, ça permet de configurer trois choix différents par défaut, on va rajouter des choix. Donc l'admin, l'un des points très puissants. L'ORM, donc l'ORM, faire du SQL sans écrire du SQL. Là, je vous présente juste rapidement, parce que j'ai représenté tout à l'heure, mais c'est juste pour qu'on l'ait un peu plus en tête. Blog, auteur, entry, avec les différents attributs, sachant que voilà, une entrée de blog va avoir un blog, un titre, des dates de publication, etc. Voilà, donc on a ce qu'on appelle un concept de manager. On va avoir un modèle, on va définir un auteur manager, et un manager qui vont permettre d'interagir avec la base de données. De base, c'est le point object. Tous les modèles ont un point object, qui est le manager par défaut. On va pouvoir récupérer un objet, par exemple object.get, est égal à 1, on va récupérer un objet. On va pouvoir en récupérer plusieurs en faisant des filtres. Ce qu'on voit le filter, donc on a plein de ce qu'on appelle des buttons, par exemple headline start with. Je veux que les entrées de blog dont le titre commence par start with, et je veux exclure des filtres, des exclusions, et je veux exclure celles dont la date de publication est plus grande qu'aujourd'hui, par exemple, parce que j'ai prévu une publication dans le futur. Et on va chaîner les choses. On va pouvoir ajouter les filtres, ajouter les exclusions, et chaîner les uns après les autres ces opérations. C'est quelque chose qui s'écrit de manière très limpide, très, j'ai envie de dire, tel qu'on le dirait. Je veux filtrer pour avoir. Voilà, c'est très fluide comme manière d'écrire les requêtes, parce que c'est vraiment exactement comme je l'écrirais avec un stylo si je vais décrire ma requête. Et bien entendu, de la création. Donc là, par exemple, on voit, je crée un objet, des outils qui permettent de getter create, récupérer ou créer. Dans ces cas, on va dire, je récupère un objet qui existe déjà, ou alors on peut créer, et des objets, plein d'outils de migration, de mise à jour et de création multiple pour éviter les requêtes. C'est une remarque assez souvent de dire que ouais, il est un peu blanc. Donc il y a plein d'améliorations et de fonctionnalités de bulk create, bulk update, plein de choses qui sont faites pour essayer de faire en sorte que l'ORM soit le plus rapide possible.
Deuxième exemple, là, cette valeur-là, on change. Pareil, je représente juste les choses. Un auteur, un publieur, un bouquin ayant son publisher et un magasin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut faire des choses rigolotes. On a ce qu'on appelle le concept des objets F. Les objets F, ça permet, on voit un exemple, de dire, OK, ben, en fait, je vais, dans ma requête de filtre, je vais prendre la valeur réelle d'une colonne et je vais la comparer à une autre. Là, je dis, OK, je veux prendre la valeur du nombre de commentaires, plus ajouter la valeur du nombre de feedback, et je veux récupérer les notes qui sont inférieures à la somme des deux. Ça n'a pas de sens, mais c'est pour faire un exemple. On va avoir tout ce qui est agrégation, avec des max. On va agréger, je vais avoir le max du prix, ou des multi-agrégations. Je compte tous les bouquins qui ont une note supérieure à 5, inférieure à 5, et je vais faire une agrégation pour avoir ces infos-là sur la notate. Une notion de subquery. On va pouvoir écrire des petites queries pour mettre d'autres queries. Et dans le cas où on veut vraiment absolument écrire de SQL, bien entendu, on va pouvoir écrire de SQL avec le Python SQL. Alors, clairement, on va recommander, pourquoi faire ça, mais c'est possible. Des fois, on est obligé de faire ça. Donc là, j'ai mis juste la syntaxe avec le cursor. On a une autre manière d'écrire de SQL et de l'envoyer directement dans le manager. Il y a plusieurs façons différentes d'écrire de SQL. Les vues. Donc, j'ai dit tout à l'heure, MVT, modèle, vue, template. Les vues, c'est le code qui va lier les modèles, les formulaires et les templates. On va avoir, et c'est le code qui va permettre de dire, OK, quand je tape cette URL-là, voilà le code que j'exécute. Donc, on a une notion de mapping URL vue, c'est ce qu'on appelle URL pattern, qu'on voit en haut à droite dans la capture. Voilà, par exemple, je veux une vue détail de ma question. Donc, je dois avoir dans la vue un id, ça correspond à la question ID. Ma vue a un nom, il est nommé. J'ai une détail, par exemple, une index qui n'a rien. Il y a deux façons d'écrire des vues. Ce qu'on appelle l'ancienne façon historique, c'est des fonctions. On voit par exemple la fonction index, la fonction détail que j'ai mis à gauche. Voilà. C'est les fonctions, on a un objet request qui correspond à la request HTTP, et on fait des choses. Il y a la nouvelle façon, c'est des classes, ce qu'on appelle des classes base view. Là, j'ai remis index, détail, RFK. On voit c'est plus court, c'est une des raisons pour lesquelles les classes base ont été créées. C'est de dire, OK, on peut écrire moins de code. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des classes de vue, on va pouvoir dériver, et ce qui va faire avec moins de code, et on va encore une fois les paramétrer en déclaratif. La détail view, par exemple, je dis juste, OK, modèle, c'est question, le template, c'est détail. Effectivement, on a un ID, mais par défaut, il va s'appeler question ID. On n'a pas besoin d'écrire, c'est ce qui va être fait par défaut. Tout va bien. C'est un exemple d'opinion importante sur lequel il y a eu un rétropédalage. Il n'y avait que des fonctions, puis on est passé que aux vues. Au moment où on a passé en classe base view, les bonnes pratiques officielles, c'est-à-dire n'écrivez plus jamais de vues en fonction, n'écrivez que des classes base view. Depuis quelques années maintenant, il y a les bordels ont mis de l'eau dans leur vin, et le principe c'est de dire utilisez des classes base view, puis si vous avez besoin d'une fonction view, faites-le, c'est pas très grave, et puis il y a des moments où c'est même plus intelligent de faire une vieille façon, une fonction view qu'une classe base view. Donc, les classes base view, c'est bien parce que ça écrit moins de code, ça nécessite de faire de la dérivation, ça nécessite d'utiliser des mixins, ça nécessite parfois de faire la dérivation du type, et pas seulement plein de mixins et une classe, mais un vrai objet, une vraie classe mère, et des fois plusieurs vraies classes mères et plusieurs mixins. Donc, il faut avoir une autre mémoire pour se rappeler de l'arborescence de dérivation des classes en cours, ou alors l'avoir en onglet rapide dans son Firefox. Voilà. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, ça demande une barrière à l'entrée plus importante pour se dire quelle classe je vais utiliser, d'où je vais dériver, est-ce que je dérive d'une detail view, d'une edit view, d'une update view, voilà. Il y a écrire moins de code, mais on passe plus de temps à réfléchir au code qu'on va écrire. Les formulaires, donc c'est l'interface entre l'utilisateur et l'application. Le principe, c'est d'avoir là encore une classe, là encore des attributs qui sont définis par le formulaire, et on va valider les choses. Donc, clairement, un formulaire de contact de base, il est à droite, on définit un char field, sujet, un char field message, un email field sur l'émetteur,
et un event field pour dire si je veux avoir une copie du message que j'envoie. Donc ça ressemble beaucoup au modèle, c'est fait pour, c'est parce que il va, un modèle Charfield va être validé par un form Charfield. Et on peut avoir des exemples différents, on peut avoir de la validation de données, donc, par exemple, on va valider des choses dès qu'on définit un attribut avec un nom, donc là, email sur l'email form, on a automatiquement la possibilité de définir un clean underscore au nom du champ qui va être appelé automatiquement par le robot pour valider. J'ai un champ email, j'ai un attribut email, automatiquement, quand je vais valider le formulaire, il va vérifier s'il y a un clean underscore email, là il y est, s'il existe, il va le lancer. Là on vérifie. On met tout en minuscule et puis on vérifie au cas où s'il n'existe pas. Et dans le bloc post form, par exemple, là on va définir. On définit aucun attribut, on dit juste mais en fait je veux rien faire d'autre que juste prendre un certain nombre de champs, je vais juste lister les champs dans l'attribut fields de méta, et on dit débrouille-toi tout seul, ça c'est mes champs, regarde ce que c'est dans la base de données, fais-moi les bons inputs, fais-moi tout, et tout va bien. Les templates, donc générer du HTML, mais pas plus. Les templates, générer du CSV, générer un peu de ce que vous voulez. Donc, à partir d'un template maison, un peu limité, mais c'est fait exprès, et depuis quelques années, d'autres moteurs possibles de manière très facile, sachant que la réponse que vous allez utiliser en majorité, c'est du Java 2. Des variables dans les templates, des filtres, donc ce qu'on appelle filtre, c'est le Django, par exemple, title, ça va le mettre en majuscule. On a les variables, on va avoir le CSRF token qui va être utilisé pour mettre le CSRF automatiquement dans un formulaire. Et des template tags, ça va être la possibilité d'avoir le petit, on a le petit URL par exemple qui va être une espèce de fonction qui va permettre d'aller récupérer l'URL exact de la vue qui s'appelle détail. Là, je vous ai mis un exemple de formulaire un peu complet, comment est-ce que je construis un formulaire complètement nouveau, et le context processor qui permet d'avoir des variables qu'on va injecter à chaque fois automatiquement dans le contexte. Un template Django, c'est un fichier HTML écrit avec des ajouts de syntaxe et un contexte dans lequel on injecte des données et on affiche les données du contexte dans le fichier HTML. Du coup, pour finir, pourquoi est-ce que pourquoi je choisis Django d'un point de vue d'un dev Le truc qui est cool, c'est que c'est un framework complet qui a pris des décisions pour vous. Vous n'avez pas à y réfléchir, qui vous propose, qui a écrit tout le code à votre place. Gérer une authentification, comment est-ce que ça se fait, gérer l'utilisateur, comment est-ce que ça se fait, hop, il a la solution. Choisir un ORL, il a la solution. Comment est-ce qu'on fait du mapping URL, eh bien, il a décidé pour. Donc, voilà, c'est tout de suite une boîte à outils fonctionnelle et bien rodée. Ensuite, c'est une documentation magique. Alors, d'ailleurs, là, il faut que je remercie la documentation parce que c'est quasiment, on va dire que 95% des exemples de code que je viens de vous montrer sont tirés de la documentation. Il y a des exemples de code qui sont tirés de projets libres autres, mais 95% du code, c'est tiré de la documentation. La documentation est une des meilleures documentations que j'ai jamais vues de ma vie de développeur depuis que je dev. Elle l'est passée un peu trop parce que maintenant, elle est complètement énorme, elle est ultra précise, ultra complète. Mais ce qui était, il y a quelques années, on pouvait encore se dire, ok, ben, je vais commencer, je prends la doc de la page 1, j'allais jusqu'à la page fin, et c'était jouable. Là, aujourd'hui, c'est possible. C'est une doc qui lit le tutoriel, et après, c'est une doc qui s'explique. Un catalogue d'applications prêt à l'emploi quasi infini. Voilà. Vous voulez faire du reste, il y en a plusieurs. Vous voulez faire de l'authentification haute avec Google, il y a une guide. Vous voulez faire de la génération de PDF, il y a une guide. Vous voulez faire de l'intégration avec Neuralink ou Sentry, il y a une guide. Sentry qui d'ailleurs, historiquement, n'est pas posé de voilà, il y a une guide. Il y a quasiment tout. Et il y a souvent plusieurs lignes. Plein d'outils de tests, unitaires, fonctionnels, c'est vraiment très cool. Si vous aimez écrire des tests, vous fait pour vous écrire des tests, et là, il y a une partie importante de la doc sur les tests. Tout est fait pour c'est facile. Et plein de gens trop cool. Il y a des listes de diffusion trop cool. Il y a les Discord. Il y a le Discord AFP d'ailleurs, pour les gens qui parlent français, avec un chat Django. Les gens vont répondre. Il y a un chat Django FR historiquement sur l'IRC, mais surtout les problèmes avec Freenode, il est moins actif. Voilà, il y a plein de ressources, plein de gens cool et plein de confs. Et juste,
si vous êtes point de vue entreprise, pourquoi choisir Django? Parce que il y a beaucoup moins de code à écrire que si vous prenez des micro-frameworks, il y a moins de bugs. Faire du Django, c'est comme faire du vélo, c'est-à-dire que vous avez fait du Django une fois, vous arrêtez pendant 5-6 ans, vous revenez, alors oui, il faut se remettre à jour sur les versions actuelles, mais voilà, globalement, les concepts n'ont pas changé, les choses n'ont pas changé, vous n'avez pas perdu la main. Avoir vu un peu de Django, c'est un peu tout avoir vu. C'est un peu exagéré, mais effectivement, il n'y a rien qui ressemble plus à un projet Django qu'un autre projet Django. C'est très facile de rentrer dans le code Django, c'est vraiment très facile de se mettre à niveau et d'être efficace dans le code Django. Et pour avoir fait des prestations de mission Django, c'est une mission haute, pyramide de choses, c'est quand même beaucoup plus simple de rentrer sur un projet Django. Il y a des supports de sécurité, il y a des versions de test, tout est fait pour que ça soit rassurant. Il y a pas d'outil pour le test et qu'on a une boîte, on aime bien ça, et il y a une super communauté, et quand on a une boîte, on aime bien ça. C'est d'elle. J'ai fini. J'ai presque pas dépassé, on va dire que. En tout cas, merci. J'espère que de votre côté, c'était pas trop compliqué de m'écouter en visio. Et si jamais il y a des questions, avec plaisir. À part sur SQL Alchemy, parce qu'on fait tout ce que SQL Alchemy, c'est moins bien que le rap. Ah, les trolls. On t'entend plus. Je rebondis sur ce sujet, on a eu des discussions avec Jean-Michel, parce qu'on a, nous, historiquement, on n'est pas trop, enfin, moi en particulier, pas trop fan de Django. Il y a 10 ans qu'on a commencé à développer Tracim, c'était Django ou d'autres frameworks, et j'ai fait le choix de prendre d'autres frameworks pour, justement, parce que j'étais pas en phase avec le côté battery included, et puis les choix imposés par le framework Django. Après, ça n'empêche que Django, c'est quand même un super bon outil. Clément, il est en stage chez nous, il travaille sur un outil de génération de sites statiques qui s'appuie sur Django. Lorenzo, il est en stage chez nous, il travaille sur un outil interne qui est un complément de notre ERP qui est fait en Django. Et d'un point de vue entreprise, du coup, pour moi, l'intérêt, il est sur l'interface d'admin, comme tu le disais, Jean-Michel, qui est hyper intérêt à avoir des fonctionnalités en vraiment extrêmement peu de temps de développement. Donc c'est super efficace. Et puis sur le côté rapidité de développement d'une manière générale, parce que du coup, pour des outils internes, pour moi, c'est un sujet stratégique. C'est pas des outils. C'est pas notre produit où on ne sait pas forcément vers quoi on va. S'il faut réécrire, on peut réécrire. Et du coup, la rapidité de développement, pour moi, elle est prioritaire sur les outils internes. Ce qui est peut-être moins le cas sur des produits où il y a des enjeux de pérennité, enfin de maintenance à long terme. Et si je devais faire le choix que j'ai fait il y a 10 ans, aujourd'hui, je pense que mon choix il serait moins tranché. Mais voilà, on ne va pas refaire l'histoire, à part sur l'ORM. Je vous laisse réagir ou poser vos questions ou remarques. C'est une question. Le fait que tout soit spécifique dans Django, ça fait que typiquement tout ce qui est syntaxe et API pour tout ce qui est ORM, template, etc., faut tout réapprendre. Ou est-ce que c'est basé sur des livres externes connus et que du coup on s'y retrouve quand même? Alors, sur l'ORM, alors c'est vraiment ma réponse va être différente sur les deux points. Sur l'ORM, c'est vraiment très Django-centrique. Donc, on va dire, il y a. Oui, c'est pas la même chose. Sauf que l'ORM de Django est vieux maintenant, parce que Django est un vieux projet, et globalement, il y a pas mal d'autres ORM qui sont mis à un petit peu se rapprocher, voire copier la syntaxe de l'ORM de Django, parce qu'ils se sont dit, finalement, en fait, elle marche bien. Donc, donc là, à ce niveau-là, oui, si tu veux faire de l'SQL Alchemy, alors, ce que je vais dire est avant la version 2 de SQL Alchemy, mais donc c'est pas du tout la même chose du tout. Par contre, j'ai cru comprendre que la version 2 de SQL Alchemy
rapprochait pas mal de l'ORM de Django. J'ai cru comprendre, j'ai pas vérifié, donc pas vérifié, je veux pas dire de bêtises. Mais voilà, sur l'ORM, il y a une tendance à ce que là, les projets d'ORM qui maintenant existent, potentiellement vont se rapprocher un peu de la syntaxe. Sur le template, la syntaxe de Django est très similaire à la syntaxe d'autres templates, comme Jinja 2 et autres. Donc là, du coup, il y a quand même beaucoup plus de choses qui se rapprochent. Et en fait, Jinja 2, c'est quasiment exactement le moteur de template Django avec des fonctionnalités en plus. Donc il y a quelques petites différences, mais je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, quand je vous ai vu sur le site de Jinja 2, il y avait même une partie, hop, vous êtes un développeur Django, regardez juste ça et puis vous saurez faire du Jinja 2. Là, sur le moteur de template, c'est beaucoup plus simple de sauter d'un template Django à un autre moteur de template parce que c'est très très proche. Et c'est volontairement fait comme ça. Jinja 2, c'est un truc qui est arrivé après le moteur de templating de Django, non? Il me semblait qu'il avait copié le templating de Django. Oui, alors il y avait un Jinja 1 qui, je ne sais pas à quel moment est arrivé, peut-être avant Django, mais oui, le Jinja 2, en fait, globalement, ils ont regardé comment ça était dans Django et ils ont rajouté plein de choses. C'est pour ça que c'est facile. Mais après, à une époque, dans une ancienne vie, pour avoir fait du templating, du PHP ou autre, c'est pas non plus très. On passe, les concepts sont globalement très très souvent les mêmes. Voilà, on n'est pas très dépaysé longtemps. Et pour compléter sur l'ORM, moi, la vision que j'ai de SQL Alchemy par rapport à Django, c'est que Django, c'est plutôt orienté utilisation, donc tu vas avoir une syntaxe et des mécanismes de nommage qui permettent de rapidement écrire, d'exprimer rapidement ce que tu veux faire comme requête. Là où SQL Alchemy, en tout cas historiquement, c'est plutôt une représentation en code de ce que tu écriras en SQL. Donc si tu veux passer du code Python au SQL ou inversement avec SQL Alchemy, c'est plus facile. Mais quand tu développes et que tu veux exprimer, passer de ce que tu as besoin comme données à du code, Django c'est plus naturel. Après, comme Jean-Michel disait, une fois que tu as fait un projet un peu, tu as passé un peu de temps sur du développement Django, tu te retrouves facilement sur la syntaxe. Oui, et effectivement, c'est exactement les deux versions, les deux visions différentes. C'est exactement résumé les deux visions SQL et Django et les deux façons de penser les choses. Et du coup, c'est la raison. J'aime pas trop le SQL, c'est la raison pour laquelle je préfère le rêve de Django parce que je préfère avoir quelque chose qui est fluide et qui me permet de lire entre guillemets ce que je veux faire et je m'en fiche entre guillemets un peu d'avoir quelque chose qui va coller au SQL réel derrière. Je préfère le cacher. Pas d'autres questions? Et ben, du coup, merci Jean-Michel, merci de t'être rendu disponible.